Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Peut contenir des infos. Salut Simon. Salut Cathy, comment ça va? Et ça va bien. Encore une fois, je suis un peu excitée. Plein de changements en cette nouvelle année. On est en train de réaménager un nouveau studio pour l'émission et pour toutes les autres émissions qu'on pourrait faire. Mais tu sais, des changements quand tu es habitué dans tes repères, oui. Un peu dans tes pantoufles. Là, on a un nouvel écran, on a des nouveaux outils. Fait que je m'habitue, mais je suis très excitée parce qu'on va avoir éventuellement un nouveau studio. Oui, puis on est même en train de tester des nouvelles technologies, ça se peut-tu? Oui, on est en train de se filmer aussi pour tester, pour pouvoir avoir des balados, que ce soit disponible sur le site nouradio.ca, mais également dans différentes sections de vos propres radios locales. Là, vous pourrez peut-être retrouver PCDI, mais on fait des tests, puis on se filme. C'est spécial parce que... C'est un peu spécial. Moi, on a choisi la radio pour une raison, hein, Simon? J'ai commencé à faire de la radio au début des années 90. Il n'y avait pas l'Internet déjà en partant. Internet est arrivé un petit peu plus tard. Il n'y avait pas de caméra dans les studios, les choses comme celle-là. Puis, j'ai toujours eu l'impression que la magie des ondes, la magie de la radio, le son, c'est que la radio, c'est le théâtre de l'imaginaire. Oui. Fait que t'imagines les gens, puis tu te fais des scénarios dans ta tête, puis quand on te parle d'un poisson qui est gros comme ça, tu te dis « Ah, il était gros de même », mais là, tu sais, c'est comme ça. Mais puis t'as raison de dire ça, parce que la radio, c'est fort, puis c'est des images. Moi, je me souviens aussi, puis là, il y a des auditeurs qui vont nous voir pour la première fois, puis des fois, l'auditeur ou l'auditrice va associer notre voix à un visage. Ah, clairement. Ou à ce qu'on pourrait ressembler ou quoi que ce soit. Puis moi, ça m'est déjà arrivé à la radio, ça m'avait tellement fait rire. Quelqu'un qui m'a rencontré pour la première fois, puis il me dit « Hein? Pensais que t'étais une grande brune. » Ah oui, hein? OK. Ça m'est arrivé aussi. Je suis une petite blonde. Je suis désolée, oui. La gang. Oui, c'est ça. C'est décevant quand t'arrives en avant de ça. C'est la même affaire pour moi. À un moment donné, je suis dans un remote, c'est-à-dire un reportage publicitaire en direct chez un commerçant. Oui. Je suis là, je fais mon intervention, puis il y a quelqu'un qui est en avant de moi, qui est planté là, puis qui me regarde, puis tu sais, comme la personne m'écoute, puis tout. Puis à un moment donné, quand je termine, elle dit je t'imaginais plus grand puis plus gros que ça, tu sais. Parce que la voix ne fitait pas nécessairement avec le personnage. Coudonc, mais c'est vrai que tu as une bonne voix de radio. Je m'excuse de vous avoir déçu un petit peu, mais c'est ça, pareil. C'est ce que j'avais dit, moi aussi, à l'auditrice. Je m'excuse. Puis comment, non, c'est pas grave, c'est bien correct. Mais tu sais, c'est juste que, justement, ils se font une idée. Puis c'est un peu comme quand on lit un livre. Tu sais, on se fait une idée du personnage, on se fait une idée de ce qu'ils vont ressembler, dépendamment des descriptifs. Puis après ça, quand il y a des films, on est comme, pas de même, je l'avais imaginé, mais c'est pas si pire. En tout cas, bref, on fait des tests aujourd'hui et pour les prochaines semaines avec PCDI et toutes les bidules technologiques, parce qu'il faut aussi annoncer, puis on le dira, puis on aura plus de détails plus tard, là, mais on aura une nouvelle image de marque qui s'en vient. Oui, absolument. Donc, c'est un peu dans cette optique-là et le pourquoi on fait tous ces changements, puis qu'on améliore les choses, puis qu'on essaye de pouvoir peut-être, justement, essayer des nouvelles affaires. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, au moins, on l'aura essayé. Simon, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Plusieurs sujets? Oui, je vais te parler, je vais vous parler à vous autres, les gens qui nous écoutez, je vais parler d'électroconvulsivothérapie. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai laissé prononcer tes propres sujets, parce que ça me tentait pas d'échapper 3-4 voyelles. Mais ça peut être payant au Scrabble, c'est ça, hein? Oui. Hey, je suis pas bonne au Scrabble. Ouais. Moi, tu commences avec électro, puis après ça, tu rajoutes convulsivothérapie. On va dire que tu... c'est impressionnant, ça. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas de date encore, là, si tu veux impressionner quelqu'un. Je vais parler de choses insolites également dans l'espace. Ah, c'est-tu tes satellites de la semaine dernière? J'ai parlé de satellites. Ouais, ça m'a allumé un petit peu. J'ai dit, OK, des satellites qui meurent dans l'espace à toute fin utile, puis qu'on transporte dans une petite zone un petit peu à part. Puis là, je me suis dit, y a-tu d'autres affaires qui ont été lancées dans l'espace ou qui ont été oubliées, on va dire, volontairement ou des fois involontairement également? Puis je vais te parler dans quelques instants d'animaux qui ont un petit peu influencé l'histoire. 3 en particulier. Ah, intéressant. Est-ce que je me demande s'il va y avoir MVP Toby, ce fameux chien qui joue au basketball et au soccer, là, tu sais, dans les fameux films? Non, moi, je vais parler d'animaux héros. OK, pas. Oui, ils ont vraiment joué. Ils ont joué un rôle, ils ont sauvé des vies, peut-être? Oui, des choses comme ça, ouais. Des rôles prépondérants. Ouais. Intéressant. Moi, je suis la grande détentrice du quiz pour l'émission. Et j'annonce tout de suite mes couleurs. Simon, on va parler de l'univers de Nintendo. Ah, OK. Mario, puis tout ça, ouais. Mario, Luigi, Bowser, toute la gang. Fait qu'on Donkey Kong, tout va être là. Fait que je pense que tu devrais être pas pire. Quand même, connaissance générale. Devrait être pas si pire. Je suis pas gamer, mais j'ai des connaissances générales quand même pas pires. Oui, j'espère. C'est ça. Puis je veux pas trahir ton âge non plus, mais tu sais, depuis les années 80 où Nintendo a connu son essor,
t'étais quand même témoin de l'histoire. T'as pu être témoin de certaines choses. Oui. Fait que sûrement, puis t'es un gars qui aime l'actualité. D'après moi, tu devrais t'en sortir. OK. Pas si pire pour le quiz. Ça va être 12 questions sur Nintendo. J'avais envie de... C'est ma Nintendo Switch qui m'a inspiré le quiz. Je cherchais un sujet cette semaine, mais assis dans mon salon. Puis là, j'ai vu ma Nintendo Switch comme ça sur le bureau. J'ai dit, tiens, c'est une bonne idée, on va y aller. Des fois, il y a un éclair de génie comme ça qui apparaît à peu près n'importe où, puis il faut le saisir. Ben, exactement. Donc, un quiz sur l'univers de Nintendo. Je vais te parler des méduses et de leur sommeil, Simon. Oui. On parle pas souvent du sommeil des méduses et je pensais pas que c'était intéressant. Okay. Mais on a découvert des choses, puis peut-être qu'on va découvrir même une nouvelle expression. Après dormir comme un bébé, dormir comme une méduse. Ah ouais, hein? Oui, notre sommeil est plus près qu'on le pense de ces invertébrés. Je vais aussi te parler des Canadiens qui vivent en bonne santé moins longtemps. C'est donc une nouvelle étude qui est sortie. C'est la première fois depuis quelques décennies qu'on va dans le sens contraire là, pour l'espérance de vie. Okay. Et je voulais commencer l'émission avec toi rapidement. Je voulais te parler... en fait, es-tu un gars qui se douche le soir ou le matin? Moi, c'est le soir. Oui? Rarement le matin. OK. De temps en temps, là, mais rarement. OK, je suis un peu pareil comme toi, moi aussi. Oui, hein? J'ai une bonne douche le soir, une bonne douche chaude, là. Puis je sais qu'en étant frileux, tu dois prendre une Ouais, c'est chaud. Là. C'est quand tu rentres dans la salle de bain, après moi, tu rentres au sauna. Oui, c'est ça. Pareil, moi, il faut que les autres prennent la douche avant moi, comme ça, je peux me servir de l'eau chaude abondamment sans avoir à me soucier. Wise girl. Oui, exactement. En fait, la science s'est posé la question, est-ce que c'est mieux de prendre notre douche le matin ou le soir? Okay. Et là, je vous avertis, on va pas sortir de cette petite chronique avec une réponse toute faite, malheureusement. Mais on va faire le tour de tout ça. D'abord, première question qu'on doit se poser, pourquoi on se douche? C'est à la base. Se laver, oui, pour se laver, effectivement. Donc, pour éliminer la sueur, les cellulures mortes, les bactéries, les impuretés. Puis, ça peut aussi marquer comme le début de la journée ou encore une transition vers la nuit, dépendamment si on se douche le matin ou si on se douche le soir. Donc, la douche le matin, les bienfaits de tout ça, en fait, c'est que ça nous réveille. C'est ce que la science nous dit. Ça active notre réseau sanguin dans notre corps. Donc, surtout tiède et légèrement fraîche, stimule donc la circulation sanguine et aide le cerveau à sortir un peu de la torpeur. Tu sais, quand on se réveille, on est un peu mêlé. La douche, ça nous sort un peu de tout ça. Un point important, par contre, si on prend une douche trop chaude le matin, ça peut nous assécher la peau. Fait que là, comme tout est une question parce que là, dans la journée après ça, donc il faut faire un petit peu attention, mais la douche a le matin pour bon effet de nous réveiller, nous sortir de notre torpeur. Un petit coup de fouette, comme on dit. En plein ça. Comme le disait Indiana Jones. Douche le soir, ce qui est bien, puis en fait, c'est effacer un peu les impuretés de la journée. Oui. Parce que, on veut pas. Puis moi, je me sens toujours plus sale quand on vient travailler au bureau en ville. On dirait pas parce qu'il pleut de la pluie sale, mais juste les impuretés de la ville, l'air, c'est un peu plus... On se promène un peu plus que... Donc, c'est vraiment pour se nettoyer. Puis les efforts aussi qu'on a fait dans la journée, à marcher, puis à tout ça. Oui, exactement. Puis tu sais, des fois, quand on a une journée avec un enfant, moi, je repense à ma fin de semaine, ça se peut que le petit, il t'échappe des affaires dessus, puis fait qu'on se nettoie, puis ça fait vraiment... ça fait du bien. Puis les chercheurs, ce qu'ils disent aussi dans tout ça, c'est qu'une douche chaude en soirée aide le corps à se détendre. Puis après la douche, donc la température corporelle va baisser légèrement, naturellement. Et ça envoie un signal au cerveau qui est clair. Il est le temps de faire dodo. Et voilà. Fait que c'est un peu comme ça. C'est pour ça, moi aussi, puis c'est drôle parce qu'avant ma chronique, je prenais ma douche hier soir, je suis comme, c'est vrai que ça fait vraiment, vraiment du bien, comme la douche, puis t'es apaisé après, puis tu t'endors. Maintenant, quelle est la bonne réponse, Simon, tu penses? Je sais pas. Moi, je pense que c'est le soir, mais probablement que la science va dire le contraire. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ah non, hein? Moi, j'aime ça arriver avec un questionnement qui n'a pas de bonne réponse. OK. Parce qu'en fait, ça dépend toujours aussi de ton cycle puis quel genre de personne que tu es. Parce que si, comme toi, tu le dis, c'est le soir. Moi aussi, le matin, une douche, ça me mêle. Comme j'ai déjà essayé de faire ça, une douche le matin, c'est pas plus efficace pour moi, puis je préfère dormir. OK. Fait que, tu sais, comme, en tout cas, c'est un peu de ce côté-là. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, il n'y a pas de consensus scientifique. Il faut vraiment s'assurer, en fait, de suivre notre cycle du sommeil, puis assurer de suivre aussi ce qu'on aime. Mais ce qui est vraiment important, au-delà de tout ça, de prendre la douche le matin et le soir, je pense que le grand débat, c'est combien de fois on lave nos draps par semaine. Ah, oui, ça, c'est par exemple. Parce que c'est au moins une fois par semaine. Parce que veux pas si on... Fois par mois, non? Ouh là 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 là. Non, j'exagère. Non, je niaise. Non. Je niaise. 2 semaines. Je pensais aux 2 semaines, moi. Ah, tu te laves le soir, toi. Fait que c'est moins pire. En pyjama, en plus? Oui, en plus. Fait que là, tu salis pas vraiment tes draps. Fait que t'es correct. Aux 2 semaines, c'est bon. Mais mettons que tu douches le matin, tu te couches quand même avec les impuretés de la journée. Fait que les draps sont un petit peu plus sales. OK, fait que, évidemment. Mais j'imagine le monde qui dit comme, ah ouais, ça se lave les draps?
Tu fais pas juste en acheter des nouveaux magasins quand ils sont rendus percés. De temps en temps. C'est N'importe quoi. Ben oui, Okay. c'est n'importe quoi, mais Ah. c'est quand même. Puis j'ai trouvé ça quand même drôle. Je me dis, on a toujours eu cette espèce de débat-là, douche le matin ou douche le soir, mais en fin de compte. Fait que la science, finalement, n'a pas servi à grand-chose là-dedans. Ben, elle nous a expliqué un petit peu, mais je veux dire, c'est pas elle qui a tranché le débat. Non, effectivement, la science nous démontre qu'il n'y a pas toujours une réponse claire. Ah oui, c'est ça. On n'est pas toujours obligé. Il y a de la nuance, hein? Oh. C'est ça l'affaire. Oui, il y a plein de nuances, puis on n'est pas toujours obligé d'aller plus loin. Tu voulais nous parler des animaux qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a le temps. Un petit 3 minutes, c'est correct. Tu sais qu'on est dans une période géopolitique actuellement où il y a un peu de bouleversement là, sur la planète. Hein, oui, quelque peu. On se demande assez que, tu sais, je veux dire, les États-Unis, vont-tu vraiment prendre le Groenland? Puis y a-tu à quelque part un animal qui pourrait sauver le Groenland? Je sais pas, moi, un dauphin ou encore un ours. Un ours, quelque chose dans le genre. Ben, tu sais qu'il y a des animaux dans l'histoire qui ont vraiment, mais vraiment joué un rôle, je dirais, déterminant ou prépondérant, ou en tout cas très important dans l'histoire. Ah, ouais. Ouais, je te parle de 3, entre autres choses. Je te parle d'abord d'un ours soldat. Un ours soldat. Ouais, OK, absolument. je peux comprendre avec la force. Puis, c'est pour ça que je disais tantôt, il y en a-tu un quelque part au Groenland qui pourrait les sauver? Vostek, qui s'appelait. C'est un ours brun de Sibérie qui est né en 1942. Il est décédé en 1963. Et lui, il avait été adopté pendant la Deuxième Guerre mondiale par l'armée polonaise. OK. Absolument. Mon Dieu, comment t'adoptes un ours? Ils ont dû le prendre jeune, j'espère. En tout cas, ils lui ont fait transporter des caisses de munitions et puis des obus durant les combats. Et il a joué un rôle tellement important qu'on lui a officiellement donné le grade de caporal. Et quand la guerre a pris fin, il est même devenu un symbole national. Il y a des statues de Vostek qui sont en Europe. En Écosse et en Pologne, entre autres, on trouve des statues de cet ours-là. Mais intéressant. Puis le travail, veut pas, avec la force de l'ours, ça a sauvé bien du travail pour les militaires là-bas. Là, incroyable. Dans le même état d'esprit, on peut aussi parler de Cher Ami. Cher Ami, c'était un pigeon voyageur. Ah, OK. Et lui, il a été en service pendant la Première Guerre mondiale. Oh, c'est un vieux pigeon. Oui, il est célèbre notamment pour avoir sauvé près de 200 soldats américains du bataillon perdu lors d'une offensive dans le nord-est de la France en octobre 1918. Il a délivré un message crucial pour avertir qu'il y avait des problèmes et il était très blessé. Il y avait une blessure à la poitrine pendant qu'il s'est fait tirer dessus. Il y a eu, des gens tiraient sur les pigeons? Ben oui, écoute, il y avait des messages à transporter. Fait que l'armée adverse voulait s'en débarrasser. Alors, il y a eu une blessure à un œil, il y avait une patte qui avait été arrachée, et Cher Ami est devenu une figure emblématique des animaux héroïques. Il a même été décoré d'une médaille d'héroïsme pour son geste. Cher Ami, le pigeon voyageur, imagine-toi. Hey, mais la persévérance de ce pigeon aussi, un moment donné, t'abandonnes, t'as plus de pattes, véritable plus héros. d'œil, puis Et je vais compléter avec une chienne cosmonaute, Laïka. OK, ça me dit quelque chose, oui. C'est une petite chienne qui avait été trouvée dans les rues de Moscou et elle a été le premier être vivant mis en orbite autour de la Terre à bord de l'engin spatial Sputnik 2 en novembre 1957, un mois à peine après le lancement du premier satellite artificiel Sputnik 1. Ouais. On a dit, on va l'essayer, mais avec un être vivant pour voir si ça fonctionne. Et c'est elle qui a pavé la voie dans une certaine mesure aux missions spatiales habitées dans l'espace parce qu'on s'est aperçu, elle est décédée pendant le trajet, mais on s'est aperçu, on dit, ils sont capables de s'y rendre à tout le moins et ça a pavé la voie justement à la conquête spatiale. Oui, puis de pouvoir en fait mettre les bonnes conditions afin de pouvoir se rendre comme il faut dans l'espace. Exactement. Elle est un banc d'essai dans une certaine mesure. Merci beaucoup, Simon. Au retour de la pause, je vais te parler des Canadiens qui vivent en bonne santé, malheureusement, un peu moins longtemps qu'avant. Avertissement. Cette émission peut contenir des infos. Moi, je voulais te parler de quelque chose qui m'a un peu... ça m'a marqué. Quand j'ai vu l'article de la presse sortir, on a appris que depuis... plusieurs décennies, pour la première fois, les Canadiens vivent en bonne santé moins longtemps. OK, là, tu parles des citoyens, tu parles pas du club de hockey, le Canadien. Non, mais ça fait une couple d'années que le Canadien va pas bien, mais on partira pas là-dessus. Hein? OK, c'est ça. On parle pas mon burger intérieur. C'est ça. Les joueurs, faut qu'ils jouent du hockey. Faut qu'ils jouent du bon hockey. Faut qu'ils jouent du bon hockey, les joueurs. Mais on ne parlera pas du club. On ne parlera pas de la santé des joueurs, on va parler de la santé de nos concitoyens canadiens. Exactement, et de nos concitoyens, des payeurs de taxes canadiens, tant qu'à être nous. Mais en fait, c'est que l'espérance de vie ajustée sur la santé a changé. Ah oui? Donc, c'est un indicateur de santé qui ne se contente pas que de mesurer, en fait, combien d'années une personne peut vivre, mais c'est les années où on va vivre en bonne santé. Ah. Bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant en bonne santé? Ça veut dire que c'est
on parle de pas de maladies trop graves ou encore des incapacités majeures. Là, si des fois, on n'est plus capable de marcher ou un problème à la hanche, là, on n'est plus considéré en bonne santé. Donc, l'indicateur combine à la fois la mortalité et la morbidité. Okay. Donc, c'est un peu comme ça qu'on le calcule. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on est en recul pour les années en bonne santé pour l'année 2023. Puis, c'est le plus récent qu'on a, là, même si on est en 2026. L'espérance de vie, en fait, était de 66,9 ans pour les Canadiens. OK. Ce qui est quand même beaucoup plus bas par rapport aux 2 derniers rapports qui ont sorti alors qu'on était aux alentours de 70 ans. Oui. Hein? C'est 4 ans de moins. Wow. Puis si on parle des années 2000, donc 2019, puis il y a la pandémie incessamment qui est arrivée là-dedans, fait que je sais pas à quel point. Puis là, tous les indicateurs, puis ce qui ont un incidence, n'ont pas tous été relatés là-dedans parce que, bon, il y a beaucoup, c'est multifactoriel, on s'entend, mais les indicateurs d'avant la pandémie, on était en haut de 70 ans pour une espérance de vie en santé. Puis maintenant, on est rendu aux alentours de 66,9. Bon, on peut dire 67. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en général pour les Canadiens? C'est que l'espérance de vie à la naissance est aussi légèrement diminuée. Donc, ça fait qu'en contrepartie, on va être malade un peu plus longtemps aussi dans notre vie. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien là, après ça, c'est des coûts supplémentaires pour le système de santé, peu importe dans la province où on est. C'est plus demandant aussi pour nos proches parce que, là, on devient proche aidant des fois sans le vouloir ou sans le savoir. Là. Même des fois, on s'en rend compte un peu plus tard. Ben, coudonc, je suis rendu proche aidant pour mon parent ou je suis rendu proche aidant pour, des fois, ça peut être pour nos enfants aussi. Oui, c'est ça. Parce que vivre longtemps, c'est une chose, mais vivre longtemps en bonne santé ou grabataire, là, ou, tu sais, alité dans un lit, c'est une autre affaire, là. Non, c'est ça. Si t'es une Jeannette Bertrand qui te rend à 100 ans, puis debout sur tes 2 pattes, puis t'es quasiment en train de danser sur le stage, c'est une game. Mais si à partir de l'âge de 65, 70 ans, t'es pris dans un lit pour le restant de tes jours jusqu'à 85, 90, oui, c'est ça. Là. Ou avec des problèmes respiratoires, ou avec, tu sais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis on salue Jeannette Bertrand qui fait augmenter l'espérance de vie. C'est ça. des Canadiens. Elle travaille fort, tu sais. Mais quelle incroyable, puis quelle force cette femme-là. Puis c'est drôle que tu parles d'elle parce que justement, j'avais cette réflexion-là en préparant la chronique. Des fois, je me demande, il y a la génétique, là, j'imagine qu'il y a quelque chose, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que ces gens ont fait dans leur vie pour les amener? Est-ce que c'est toujours de rester actif cognitivement? Parce qu'il y a ça aussi, souvent, j'ai remarqué, chez les personnes âgées, moi, on devient actif ou qu'on est moins stimulé. Là, là on a des pertes cognitives puis on devient moins alerte un peu, mais quand même. Jeannette Bertrand, c'est tout un exemple. J'aimerais savoir la recette s'il y avait une recette à quelque part dans un livre. Là. Ben oui puis non, tu sais, parce qu'il y a des gens que tu veux pas qu'ils vivent. Non, ça c'est terrible. Non, OK, c'est correct, je reviens, là. On aimerait ça avoir le livre chez soi dans son armoire ou dans sa bibliothèque. Mais on aimerait ça que certaines personnes... On n'a pas besoin de donner de nom, je veux dire, on a tous ça en tête. 3-4, là, oui, c'est 3-4, même plus. Puis on se dit, non, si eux autres, il y avait ce livre-là dans la bibliothèque, mais non. T'en serais long. Mais c'est vrai, puis tu sais, on se dit, j'aurais jamais assez d'une vie pour faire ça. Ben si on avait la recette de Jeannette Bertrand, on pourrait le faire. Quelques chiffres, puis disparités aussi régionales et sociales. C'est pas pareil partout à travers les provinces au Canada. Okay. Non, on a quelques différences. En fait, le Québec a maintenu sur l'espérance de vie en santé la plus élevée au pays, autour de 70,4 ans. OK. Comparativement à la moyenne nationale, tantôt de 66 ans. Ben oui. Et à l'opposé, Terre-Neuve-Labrador, eux, affichaient une espérance de vie aux alentours de 63 ans, bien en dessous de la moyenne nationale. 63 ans. Ça fait que c'est comme 3 ans de moins que la moyenne nationale. Et au Nouveau-Brunswick, dans ce cas-là, on a subi la plus forte diminution provinciale entre 2020 et 2023. Donc, on a perdu quelques années d'espérance de vie. Mais là, encore là, on peut se questionner qu'est-ce qui fait que... Puis on s'entend entre le Québec et les Maritimes, Terre-Neuve, le Nouveau-Brunswick, c'est pas si loin. On aurait pu s'attendre à une grande disparité, exemple, entre le Québec et une province des prairies, parce que, bon, on s'entend, le climat, l'atmosphère puis l'ambiance, c'est pas la même. Mais bon, donc c'est des chiffres comme ça qui ont changé, puis c'est multifactoriel, hein, comme je te le disais tantôt. Fait qu'on n'arrive pas nécessairement à trouver la cause. Il y en a quelques-unes, par contre, qu'on a mis le doigt dessus, entre autres les maladies chroniques, qui restent la cause majeure de mortalité, évidemment, et de morbidité. Là, on parle des cancers, des maladies cardiovasculaires, le fameux diabète. Le diabète de type 1, surtout le type 2. Oui. On est là. De type 2, surtout le type 1, c'est autre chose, c'est ce que je voulais dire. Le vieillissement de la population qui augmente naturellement aussi avec la prévalence. Fait que ça fait, il y a plus de personnes âgées qu'il y a de jeunes, donc ça fait que l'espérance de vie aussi est modulée là-dedans. Et le mode de vie. Évidemment, on parlait de Jeannette Bertrand. Dans son mode de vie à Jeannette, il doit avoir un secret à quelque part qui a permis cette longévité-là. Parce que, on parle d'activité physique, on parle de l'activité cognitive, de lecture. Donc, c'est tous ces petits facteurs qui peuvent aider à améliorer l'espérance de vie. Donc,
c'est significatif. Ça efface un progrès quand même depuis 10 ans, là, cette nouvelle donnée de Statistique Canada-là. Donc, j'avais juste envie un peu d'en parler pour que, tu sais, des fois, ça allume des petites flèches. Puis on se dit, est-ce qu'on peut changer une petite habitude de vie? Puis on est en nouvelle année des fois, puis on essaie de prendre des bonnes habitudes. Puis on se dit justement, en début d'émission, que c'est dur de défaire un gros pli qui est fait, puis ça fait un bon fer à repasser. Oui. Mais des fois, c'est peut-être juste de faire une petite habitude qui va nous permettre de vivre en santé un petit peu plus longtemps. Des fois, juste de marcher plutôt que de prendre la voiture systématiquement pour s'en aller au petit dépanneur pas loin de la rue, par exemple. Tu sais, si tu le fais une fois de temps en temps, à la place de prendre l'auto, déjà, tu fais un peu d'activité physique. Tu sais, si à la place, par exemple, de jouer à certains jeux vidéo, certaines affaires un petit peu plus ludiques, tu prends du temps pour de la lecture, pour améliorer ton, comme tu disais tantôt, ton cognitif, là, entre guillemets, ça peut peut-être contribuer aussi dans une certaine mesure, je présume. Oui, puis c'est à force de faire des petits gestes comme ça que tu es capable d'en faire un peu plus. Parce que si, admettons, on marche jamais ou tu t'es jamais actif, c'est sûr que c'est difficile de prendre une marche, c'est sûr que c'est... Mais à force d'en faire un petit peu, après ça, on est toujours capable d'augmenter la distance. Simon, tu voulais nous parler de choses insolites qu'on retrouve dans l'espace. Et c'est drôle parce qu'avec le titre « Choses insolites dans l'espace », j'ai comme plein d'images. Ah oui, il y a des affaires vraiment insolites, là. On se souvient de la fameuse fusée en forme de SpaceX. Ah oui, OK, oui. OK. En forme de... Ah, c'est ça, OK. Il y a probablement plusieurs d'entre vous qui ont encore l'image en tête. Est-ce que c'est pas la semaine dernière que je parlais de satellites, justement? Oui, évidemment, moi, c'est ça. La semaine dernière. Les satellites qui allaient justement finir leur vie à quelque part, dans un cimetière, tout ça. Et là, je me suis demandé, s'il y a des satellites dans l'espace qu'on pousse dans une orbite cimetière, entre guillemets, y a-t-il d'autres affaires que l'être humain a lancées volontairement ou oubliées aussi, sans même le vouloir, dans l'espace? J'ai fait le top 5. OK. Est-ce qu'il y a des gants d'astronautes? Il y en a beaucoup. Je sais pas, mais je pense que oui, mais je l'ai pas retenu dans mon top 5 parce que il y a des affaires vraiment drôles là-dedans. Là, j'ai juste fait un top 5 parce qu'il y a bien plus d'affaires que ça qui sont restées dans l'espace. Je décerne la 5e position à, là, tu vas être contente, je pense, 3 figurines Lego. Hein? Ouais. Des Legos dans l'espace? Des Legos qui ont été placés en orbite autour de Jupiter en 2016. Hey, c'est donc bien précis. Vraiment. Donc, il y a 10 ans, on est allé mettre des Jupiter. On a fait un partenariat entre la NASA et Lego pour promouvoir les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Puis là, on a fait des petites figurines Lego en aluminium haute résistance. OK, oui. Parce que c'est l'espace, hein? Oui. Because. Et puis, ce sont l'incarnation, ces personnages-là, du dieu romain Jupiter, de son épouse Junon et de l'astronome Galilée. Et elles continuent apparemment de graviter autour de la planète depuis 2016. Elles ont été placées. La capsule dans laquelle elles étaient, ou le satellite dans lequel lui s'est consumé apparemment, mais on a lancé les figurines. Les figurines continuent de graviter autour de la planète Jupiter. Hey, comme quoi, c'est indestructible des pièces de Lego. Oui, qui est fait en aluminium aussi. C'est pas du plastique. Hey, ça, t'imagines quand tu piles dessus. Aïe, aïe. Ah oui, ça, c'est un gros aïe, aïe. Hein? En 4e place, je pense qu'on peut parler des 2 balles de golf qui ont été abandonnées sur la Lune en 1971. Ah, quand ils sont allés explorer? Oui, c'est l'astronaute Alan Shepard qui était présent sur la Lune pour la mission Apollo 14. Et lui, il a sorti un club de golf, puis des balles, puis il a décidé de frapper quelques balles de golf sur la surface lunaire. En apesanteur, ça devait être particulier. C'est ça. Il voulait essayer, j'ai l'impression, de voir quels étaient les effets de l'apesanteur ou pas là, sur les balles. Et puis, évidemment, que 50 années plus tard, ils n'ont jamais été ramassés puis sont encore là quelque part. Pas très loin du lieu où l'alunissage s'était fait. Penses-tu qu'ils sont encore là ou ils se promènent dans l'espace? Probablement qu'ils sont encore à terre. Dans un cratère quelque part. 3e rang, je décerne ce rang-là au Golden Records des sondes Voyager 1 et Voyager 2 qui ont été lancés en 1997, si je ne me trompe pas. Alors, ce sont 2 disques plaqués or qui contiennent des sons, des images et des messages de la Terre qu'on avait lancés dans les sondes à cette époque-là à destination de possibles civilisations extraterrestres. OK, on a ici la Terre... On a fait ça. Oui, c'est ça. Okay. Il y a des sons, il y a des images. Puis on s'est dit, si à un moment donné, quelqu'un trouve ça quelque part, fouille-moi comment ils vont faire pour les lire, d'abord. Oui. Il faut qu'il y ait la technologie pour ça. Oui. Mais ça on a tout un lecteur cassette. L'affaire, c'est que ça risque de rester longtemps dans l'espace parce que ces 2 disques-là ont une durée de vie qui est estimée à plusieurs milliards d'années. Oh mon Dieu! Ça fait qu'avant que ça soit détruit, si on le temps de se rendre loin. Là. Oui, puis moi, j'aimerais, c'est comme une capsule temporelle en même temps. Un petit peu. Je serais curieuse de entendre les bruits de l'époque. Ils ont déjà fait entendre à un moment donné, dans un documentaire, il y a certains sons un peu terrestres, là, comme la mer ou des choses comme ça. Je me trompe pas. Je pensais pas à la connexion Internet. Il y a, je sais pas exactement les sons, tous les sons qui sont là-dessus, là, mais 2e position, moi je l'attribue à une voiture de marque Tesla.
Un Tesla Roadster qu'on avait envoyé dans l'espace. C'est SpaceX qui avait envoyé ça à destination du Soleil à bord de la fusée Falcon Heavy en 2018. Et à bord de ce véhicule-là, il y a un mannequin du nom de Starman qui est vêtu d'une combinaison spatiale, pas des jokes, qui est derrière le volant, et puis il gravite comme ça autour du Soleil sur une orbite qui pourrait croiser la Terre dans quelques millions d'années. On verra pas ça, mais pauvre Starman. Ouais. La vie doit être longue, puis il doit faire chaud. Et oui, puis je vais compléter. Mais il est quand même un bon orbite. Là. OK. Pas de, non, il va pas se faire griller, je pense. Et au premier rang des choses insolites que l'humain a volontairement projetées ou oubliées dans l'espace au cours de l'histoire, je déclare grand gagnant, mettez les mains sur les oreilles des enfants, les 96 sacs d'excréments humains. Ben oui. Arc! Que les astronautes des missions Apollo ont laissé sur la Lune. Non! Oui, mais ça fait partie de la... Tu sais, comme c'est normal, c'est des choses normales. Oh, et non. vous savez pourquoi on faisait ça? Mais il y a plein de tcha-tcha dans l'espace. Ben oui, il y a des petits tcha qui sont sur la Lune. Alors, pour alléger les modules lunaires, parce que, tu sais, tu fais tes poupous sur la planète, c'est pas sur la planète, mais sur le satellite de la Terre. Je suis tellement naïve, j'aurais dû m'en attendre, mais comme je m'attendais. Alors, tu te dis, pourquoi ramener ça sur Terre quand on peut laisser ça sur la Lune et la polluer? Fait qu'il y a 96 sacs de petits poupous qui sont sur la Lune. Fait que là, ça va prendre des pancartes sur la Lune, ramasser vos sacs à tcha-tcha. Et ils sont toujours là, parfaitement conservés dans le froid lunaire depuis des décennies. Mais à quelque chose, malheur est bon, parce que ça a l'air qu'il y a des scientifiques qui travaillent, ou en fait, qui rêvent d'un jour retourner sur la Lune pour aller ramasser les tcha-tcha et puis voir si les bactéries se sont développées là-dedans. Sous les conditions lunaires. Ouais. Il y a un bon point. Mais il aurait pu les ramener puis faire de l'engrais. Il aurait pu... Peut-être, mais ça a l'air qu'il avait besoin de se soulager de quelques dizaines ou centaines de grammes en descendant. C'est des drôles de bébites, hein, les scientifiques, comme être contents de pouvoir... Peut-être qu'un jour, on va aller ramasser les tcha-tcha. C'est ça. Restez en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radio-rfa.com. Je vais pratiquer ma diction, Simon, pour ton prochain sujet, parce que là, je le répète depuis tantôt dans ma tête. On va parler électroconvulsivothérapie. Électroconvulsivothérapie. Voilà, ce sera la seule fois que je le dirai dans cette émission. Je t'écoute. J'ai vu un reportage l'autre jour à la télé. Je suis encore un de ceux qui est abonné à la télé. C'est intéressant, la télé. Je fais des découvertes. J'aime ça. Je suis un gars qui zappe, puis qu'à un moment donné, je tombe sur un documentaire que j'aurais pas fouillé nécessairement dans YouTube. C'est ça que je trouve pas pire avec la télévision linéaire traditionnelle. C'est que des fois, tu fais des découvertes que tu n'aurais pas cherché par toi-même sur YouTube, par exemple, ou Vimeo, parce que c'est juste pas comme dans tes intérêts. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, être un peu obligé d'écouter des choses. J'aime ça me faire déstabiliser. Exactement. C'est la beauté aussi des fois de la radio, parce que tu écoutes la radio, puis là, tu écoutes la programmation musicale, c'est là que tu fais des découvertes. Et là, on nous a parlé d'électroconvulsivothérapie. OK. Ou qu'on l'appelle dans sa forme courte, l'ECT. Tu sais ce que c'est que l'électroconvulsivothérapie? As-tu une petite idée? On l'a connu sous un autre nom jusqu'à une certaine époque. Écoute, ça combine de l'électricité, mais à part de ça, je te parle d'électrochoc. Est-ce que ça dit quelque chose? OK, comme un défibrillateur? Non. Sur les tempes. Oh, mon Dieu, pour les traitements de bipolarité, c'était ça, hein? Entre autres choses, oui, t'as bien raison, les problèmes de santé mentale. Quand on entend parler d'électrochoc, là, on pense souvent à des films de terreur des années 60-70. Tu vois, c'est pas vrai? Oui, puis moi, je pense à Alice Robbie. Exact. C'est drôle, hein? Comme je pense toujours à Alice Robbie, ça m'a traumatisé cette affaire. Des patients attachés, des convulsions violentes. C'était une médecine qui était assez brutale, on va se le dire. Mais la réalité aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vous en parler, c'est pour un peu vous effacer ça de la mémoire, ces images-là, des électrochocs de l'époque, parce que ce qu'on fait aujourd'hui avec l'électroconvulsivothérapie, t'es tellement bon, Simon. J'ai envie de te donner des collants Scratch and Snap. On va mettre ça dans le coin de mon cahier, tu sais. Alors, l'ECT, si tu veux le dire plus facilement, tu dis l'ECT. Les gens du domaine vont comprendre. C'est comme Canadian Tire, pour moi, c'est ça qui arrive. Oui? OK. Ça n'a plus grand-chose à voir avec les pratiques de l'époque, là. Je veux vous faire un petit brin d'histoire. Les électrochocs sont apparus en 1938. OK, quand même. En Italie, c'est des psychiatres qui s'en sont servis pour traiter un patient qui était atteint de schizophrénie. OK. Et
Mais qu'est-ce qui fait qu'on donne des électrochocs, d'après toi? Pourquoi on fait ça, des électrochocs? Ben, j'imagine que c'est parce que ben, tu sais, le cerveau, c'est plein de neurones, c'est plein de petits électrodes, justement, de petits signaux électriques qui se promènent. Fait que j'imagine que ça avait l'objectif de replacer les signaux dans le cerveau. Ben, c'est à peu près ça. Hein? Ouais. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on crée chez le patient une courte crise d'épilepsie. Mon Dieu. Réellement. OK. Contrôlée par un courant électrique pour traiter des troubles mentaux sévères. C'est effectivement pour... c'est pas exactement ça, mais je vais vulgariser comme pour replacer un peu les affaires. Reprogrammer. Ben, c'est ça, dans un sens. Alors, durant les années qui ont suivi justement cette découverte-là, puis ça va tenir presque des films de terreur, pas d'anesthésie, pas de relaxant musculaire, un patient qui est conscient, on l'attache avec des straps sur une table. Une débarbouillette dans la bouche, puis c'est tout. Puis les convulsions sont fortes, c'est même parfois dangereux. On parle de fractures, des blessures, des choses comme celle-là, perte de mémoire durable dans certains cas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne demandait même pas le consentement de la personne. Ah, mon Dieu! On l'attachait, puis tiens, toi. Plus souvent qu'autrement, ça se faisait dans des hôpitaux psychiatriques, si on veut. Tant et si bien qu'on arrivait, puis on allait chercher la personne, puis on disait, c'est la séance aujourd'hui. As-tu pensé rien qu'un peu? C'est particulier, puis c'est pour ça que moi, j'ai toujours cette pensée pour Alice Robbie, parce que c'était exactement ça qui se passait. Puis, tu sais, elle arrêtait pas de le crier, je suis pas folle. Ben, puis franchement, c'était, c'était un peu fourre-tout, parce qu'on s'en servait pour à peu près n'importe quoi, là. Dépression, troubles d'anxiété, paranoïa, schizophrénie, bipolarité, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est comme la solution quand on n'avait plus de solution ou quand on n'avait plus... Mais c'est encore ça aujourd'hui. C'est encore ça aujourd'hui, sauf que la médecine a beaucoup avancé, la médication s'est améliorée, il y a des psychothérapies, des choses comme celle-là qui font qu'aujourd'hui, c'est très différent. C'est à partir des années 70 et 80 que là, la pratique a changé radicalement. On a introduit l'anesthésie générale de courte durée. On a donné des relaxants musculaires pour éviter au corps de se stresser et tout ça. On a commencé à calibrer précisément le courant électrique. On n'y allait pas avec la grosse dose. Là, tout ça. OK. Fait qu'avant, c'était même pas calculé non plus. Là, c'était vraiment... à la va comme je te pousse un peu. Là, c'est ça. Là. Alors, le CT est devenu une procédure médicale beaucoup mieux encadrée, réalisée par une équipe spécialisée. Et aujourd'hui, l'électroconvulsivothérapie, c'est plus administré à toutes les sauces. Là. On réserve ça à des cas vraiment sévères. J'imagine que c'est plus rare. Là. Beaucoup plus. Là. On s'en sert, par exemple, pour des dépressions majeures, mais qui résistent, par exemple, à des médicaments, des mélancolies sévères, des schizophrénies, des gens qui sont vraiment atteints de troubles mentaux très sévères, avec un patient qui est endormi, avec les muscles qui sont totalement relâchés. Et la crise convulsive aussi est beaucoup plus brève et beaucoup mieux contrôlée que ce l'était à l'époque. Les effets secondaires, ça existe encore. Là. Ben là, j'imagine, parce que quand même, c'est de l'électricité directement à ton cerveau. Là, c'est ça. Alors, tu peux avoir des pertes de mémoire, des choses comme celle-là, mais c'est beaucoup mieux contrôlé et puis les solutions, le règlement de la situation, excusez l'expression, mais ça se règle généralement beaucoup plus rapidement et avec beaucoup moins de conséquences qu'à une certaine époque. Mais si on pouvait faire une espèce de comparaison, là, c'est qu'à l'époque, tu étais vraiment dans des films presque d'horreur. Ah, c'est épouvantable de voir ça. Puis aujourd'hui, j'imagine aussi qu'on demande le consentement aux gens quand on en arrive là. Exactement. Et aujourd'hui, ça se fait, comme je le disais, avec des choses vraiment très... comment je dirais ça, très encadré. Oui, là. On a une meilleure connaissance. Exactement. Donc, l'électroconvulsivothérapie moderne aujourd'hui, mais ça reste entouré de préjugés, là, je vous l'avoue. Il n'y a pas personne qui va arriver qui va dire « Hey, j'ai reçu l'électroconvulsivothérapie, puis comme c'était le fun », mais ça n'a plus rien à voir avec les images de cinéma. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'entre ce que vous voyez des fois au cinéma et la réalité aujourd'hui de nos jours, il y a comme tout un fossé, tout un monde de différence, et c'est un peu ce que je voulais vous rapporter, parce que moi-même, ça m'a vraiment surpris quand j'ai vu ça. Je dis, comment, c'est rendu comme ça. Hein? Ben, tu vois, moi, ça m'étonne. Ben, ça m'étonne non, parce qu'en même temps, on améliore toujours les choses, mais je suis quand même surprise de savoir que c'est le genre de technique ou de façon de faire qu'on utilise encore aujourd'hui. Mais quand même contente de savoir que c'est beaucoup plus contrôlé puis qu'on a une meilleure connaissance des choses, parce que c'était épouvantable. Il y a des gens qui sont virés légumes. Je sais pas comment certaines personnes sont virées, mais je sais une chose, c'est que c'était pas beau à voir. Là. Non, exact. C'était pas beau à voir. Simon, tu connais l'expression dormir comme un bébé? Oui, absolument. Oui, ce qui est complètement faux, parce que pour avoir eu un enfant, ça dort pas tant que ça, un bébé, pour vrai. L'expression devrait être plus dormir comme le père du bébé. Ça, c'est ça. Ça dort. Oh! C'est quasiment mis, ça. Mais non. Non. Dormir comme une bûche. Oui, dormir comme une bûche. Ça, mais peut-être qu'une bûche, ça dort en table. Ça se réveille pas. Ça se réveille pas bien.
Mais peut-être qu'on va avoir l'expression dormir comme une méduse. Ah ouais, hein? Parce qu'on a découvert, en fait, que les méduses dorment. Et dorment pas à peu près à part de ça. Ils ont pas mal le même cycle de sommeil que mon cycle de sommeil idéal à moi. Donc, en fait, au début, le sommeil, ce que la science pensait, c'est que c'était, entre guillemets, réservé aux êtres intelligents dotés d'un cerveau qui avaient besoin de se reposer la nuit, faire un shutdown la nuit, comme on dit en bon français, pour nettoyer les impuretés, traiter les souvenirs. Bref, on connaît le processus. Mais il semblerait que ça appartient pas simplement aux êtres qui sont dotés d'une matière grise à proprement dire. Ouais. Les méduses, c'est là où c'est fascinant parce qu'elle n'a pas de cerveau comme nous, la méduse. Non. On s'entend, là, je suis pas en train de dire que les méduses sont stupides, je veux pas insulter les non, méduses, mais je veux dire, à comparer une méduse et un être humain, il y a comme si... Exactement, c'est pas la même chose, puis on n'est pas du tout à la même place du côté système nerveux, mais c'est que les méduses possèdent plutôt un réseau de neurones qui sont répartis dans tout le corps, comme une toile nerveuse, plutôt qu'un cerveau centralisé. Okay. Fait que c'est vraiment un peu partout. Et donc, traditionnellement, les scientifiques ont pensé que le sommeil, c'était une invention ou un besoin pour, comme je te disais, ceux qui sont dotés d'un cerveau complexe. Alors, ce que ça nous apprend, c'est que non, ce n'est pas le cas. La méduse a besoin et dort jusqu'à 8 heures par jour. Ah ouais, hein? Oui, 8 heures par jour. Et même que dans les labos, quand on surveillait les créatures avec différentes lumières, tu sais, la nuit, on mettait ça plus sombre. Le jour, on avait de la lumière. Ouais. Bien, on s'est rendu compte que la méduse avait justement une fréquence de sommeil. Le jour, donc, son corps va battre environ à 37 fois par minute. Donc, 37 mouvements par minute. Ça va être sa rapidité ou sa façon de bouger quand elle est réveillée. Et la nuit, ces mouvements-là vont ralentir à peu près à la moitié. Donc, c'est un peu comme ça qu'on établit le critère de savoir si une créature ou un être vivant dort ou dort pas. OK. Et même, elle fait une sieste. Savais-tu que la méduse fait des siestes? Oui, parce qu'en fait, ça pourrait l'aider à réparer ses propres neurones à elle. Okay. Donc, dans l'après-midi, on s'est rendu compte que, après avoir fait son beau 8 heures de sommeil, manger un déjeuner, passer un bel avant-midi, après dîner, la méduse avait besoin de faire un petit dodo. Attends, mais ça, les méduses, là, c'est-tu des jellyfish? Des jellyfish. Ça, c'est... Oui. Alors, aimerais-tu connaître l'horaire où elle fait sa sieste pour quand on va se baigner, par exemple, sur les plages de la Floride pour pas s'en prendre? Ça serait tellement une bonne idée. 1 heure puis 2 heures. Pour y aller, ils sont tous en train de faire la sieste. Et puis le pire, c'est qu'elle a des bonnes plages d'horaire de sieste. C'est entre 2 et 3 heures, sa sieste. Ça dure longtemps. Oui, fait que oui, okay. parce que puis les jellyfish, c'est ça qui est pas le fun, parce que pour éviter que ça brûle, non, c'est tu veux pas rencontrer ça, là. Non, tu veux pas rencontrer ça, puis il y en a de plus en plus. Je m'en suis jamais pris, là, soit dit en passant, là, mais... Moi non plus, j'ai jamais rencontré ça. Je suis pas le genre à vouloir faire un test non plus. Non. En fait, la seule fois que j'ai vraiment vu des méduses, puis c'est récent, c'est en fin de semaine passée, je suis allée au musée de la nature, puis j'ai vu les méduses, là, puis là, je me disais, mon Dieu, c'est cute, puis mais finalement, c'est c'est cute, toi, ouais? Ben oui, c'est cute, une méduse. C'est comme, je sais pas, c'est comme... On n'a pas le même degré de cutitude, on a la même notion de cutitude, mais c'est correct. Mais c'est sûr que c'est pas un bébé chien, là, on s'entend. Ben, non, ça ne pas, mais c'est pas grave. Mais je sais pas, je trouve ça, il y a quelque chose de fascinant dans c'est comme un sac de plastique, une méduse. Puis c'est vivant, puis ça vit. Ben, en tout cas, bref, je trouve ça fascinant. Je trouve ça beau aussi, un sac en plastique. Avec des poignées et un logo dessus, tu sais. pas dans l'océan. Ou pas dans un musée. En tout cas, ton sac à plastique, il fait pas des dodos, Simon. Non, il y a ça. Et il n'a pas de cycle de sommeil. Et il n'a pas non plus de neurones. Non. Mais quand même, c'est ce que je trouvais fascinant. Okay. Puis j'ai comme eu j'ai accroché sur les méduses en fin de semaine, justement, en allant au musée. Puis, bref, fait que tout ça pour dire que si un jour quelqu'un vous dit « Vous dormez comme une méduse », vous direz « merci, ça me fait vraiment du bien. C'est un bon sommeil. » Ben oui, c'est un sommeil réparateur. C'est un bon sommeil réparateur. Et c'est ce qu'il nous dit. Au-delà de tout ça, puis on rit beaucoup, mais c'est un bon moment pour la science aussi. Fait qu'on va peut-être découvrir des choses pour le sommeil sur différentes créatures puis dans l'évolution. Donc, ça va quand même être intéressant de voir tout ça. Mais bref, dernier fait cocasse. Oui, vas-y. Les méduses ronflent. Elle ronfle? Oui, elle ronfle, je te le dis. Oh, pareil comme un père. Ça fait des siestes, ça ronfle, ça dort. Écoute, la seule affaire qui monte, c'est après ça, c'est elle a des petits gaz. On va pouvoir voir. OK, c'est correct, j'irai pas là. On ira pas là, parfait. Sais-tu où est-ce qu'on va aller? Au quiz, au retour de la pause. Un quiz qui m'appartient. On va parler de Nintendo, en fait. Ah oui, l'univers de Nintendo, Mario et tout ça. Oui, Mario, Luigi, Yoshi, Donkey Kong, toute la gang du début dans les années... Ça fait plus longtemps que tu penses que c'est créé jusqu'à aujourd'hui, avant même la technologie. Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si
Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel. pcdi@radio-rfa.com. Quiz. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Le quiz. Et c'est maintenant l'heure de notre quiz. Premier quiz filmé en plus. On va voir qu'est-ce que ça va donner ce test-là. On vous garantit pas grand-chose, mais ce sera pour s'amuser. Donc, un quiz filmé, vous allez pouvoir voir nos visages qui comprennent rien puis qui font des Moi, je faces. suis pas totalement convaincu encore, mais en tout cas, peut-être que le résultat va me surprendre. J'espère me surprendre moi-même. Sait-on jamais? Je passe ma vie à me surprendre, sérieusement, là. Ben, tant mieux. Tant Ouais. mieux. Comme ta vie, elle doit pas être plate. Non, mais des fois, je fais des affaires, je fais comme... ouais, OK, ouais, really? Ça arrive. Ça arrive. Écoute, quiz Nintendo aujourd'hui. Ouais. Connaissance générale, 12 questions. Choix de réponse comme d'habitude avec une courte explication pour voir où, puis comprendre la réponse. Question numéro 1. Je t'en parlais un peu tantôt. En quelle année Nintendo a-t-elle été fondée? Puis là, je te donne des choix de réponse. Est-ce que c'est en 1925, en 1889, en 1947 ou encore en 1975? Dans les années 1800, ça me semble un peu vieux, mais 1925 probablement, quelque chose dans le genre. La bonne réponse est 1889. Ouais. Ah, Ouais, bon. Puis là, tu dis, ben voyons, il n'y avait pas de télé à l'époque, il n'y avait pas... Je sais que ça n'avait pas parti nécessairement comme une compagnie d'électronique, ça. Non, exactement. En fait, c'est que ça a été fondé à Kyoto par, attention à mon japonais, là, Fujario Yomashi. Et donc, l'entreprise, à l'origine, fabriquait des cartes à jouer japonaises. Ah, OK. Donc, c'était une toute autre sorte de jeu qu'on faisait. Puis, évidemment, avec le temps, on aura évolué pour arriver jusqu'aux jeux vidéo. Quel personnage est devenu la mascotte officielle de Nintendo? Est-ce que c'est Link, Kirby, Mario ou Donkey Kong? C'est Mario. Ben oui, bonne réponse, Oui, c'est sûr. oui. C'est Mario, je t'avais dit, il y en a des faciles quand même. Donc, il est devenu le visage de Nintendo parce qu'il incarnait parfaitement l'esprit de la compagnie. Donc, Mario est accessible, il est optimiste et lui, universel aussi. Il est tellement connu, là, Mario, qu'il y a une pub de ce temps-là qui tourne à la télévision de participation. Puis il parle des voleurs de temps, c'est-à-dire du monde qui nous empêche de bouger et tout ça. Puis à un moment donné, le gars, il fait une description comme s'il était en train de tracer un portrait robot. Puis là, il dit il y avait une casquette rouge, puis il y avait un petit pinch, puis il avait l'air d'un plombier. Puis le gars, il dessine Mario, finalement. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il est tellement ancré dans l'histoire, Mario, puis Exact. il est apparu là. Donc, c'est comme ça qu'il est devenu parce qu'on pouvait facilement aussi s'identifier à lui. C'était le bon gars, Mario, finalement. Ouais, c'était un plombier italien, finalement. Oui, exactement. Un plombier italien. On se reconnaît tous dans un plombier italien. Mais en tout cas. Non, c'est une joke. Plus souvent qu'autrement, oui. Ouais. Question numéro 3. Dans quel jeu, justement, Mario est-il apparu pour la toute première fois? Est-ce que c'est dans Super Mario Bros., dans Donkey Kong ou dans Wrecking Crew? Dans Donkey Kong. Eh oui, c'est dans Donkey Kong en 1981. Mais son nom, c'était Jumpman. Il s'appelait pas encore Mario. C'est vrai. Puis Mario Bros. Donc, c'était pas encore un plombier non plus. Il était charpentier. Et il devait sauver Pauline et non Peach. Ah! C'est Pauline. Pauline. Tu as un peu moins d'impact. C'est moins international aussi, un petit peu, quoi. Oui, Peach pêche. Ouais. Oui, c'est sûr, mais il devait sauver donc Pauline d'un gorille géant, donc qui était Donkey Kong. Et le succès de Donkey Kong a tellement été déterminant que ça a permis justement à Nintendo de s'imposer dans les salles d'arcade. 4e question. Quelle console a relancé l'industrie du jeu vidéo après le crash de 1983? Est-ce que c'est Atari 2600? Le Sega Master System, la Nintendo 64 ou encore la Nintendo Entertainment System? Ah, j'allais dire, quand tu as dit 64, j'allais dire ça, mais non, je vais y aller avec la NES. En 83. La Nintendo Entertainment System. Yes, c'est en plein ça. Donc, le crash de 83 avait presque détruit l'industrie du jeu vidéo en Amérique du Nord à cause de la mauvaise qualité des jeux vidéo. C'était tellement poche que les gens se sont dit, on n'achètera plus ça. Donc, Nintendo a relancé le marché avec la NES, la fameuse NES qu'on a connue. Puis, c'était un système de contrôle strict des jeux publiés. Puis, il y a même un sceau Nintendo. Quand il y a le sceau Nintendo sur le jeu, ça garantissait de la qualité puis un jeu qui avait de l'allure. Donc, ça a relancé l'industrie du jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Duck Hunt, je pense, Oui. si je ne me trompe pas. Superbike ou une affaire de même. Zelda, les premiers Zelda. Ah oui, OK, ouais. Premier Zelda, mon père, ça avait la petite porte. Ah oui, la petite porte, porte pour mettre absolument. ta cassette. Mais je me souviens de ça. Baseball aussi. Je me souviens d'avoir joué au baseball sur cette console-là. Question numéro 5. Quel est le jeu Nintendo le plus vendu de tous les temps? Est-ce que c'est A, Super Mario Bros., B, Pokémon bleu ou rouge, C, Wii Sport ou encore Mario Kart 8 Deluxe?
C'est-tu quoi, j'aurais tendance à penser Wii Sport. Il me semble qu'ils en ont vendu pas mal de ça. Bonne réponse. Ah ouais, hein? C'est la bonne réponse, mais puis c'est la bonne réponse pourquoi? C'est juste qu'au départ, et principalement, le jeu était fourni avec la console Wii. Ben, c'est ça. Fait que ça venait puis d'emblée comme ça. Puis à l'époque, Wii avait révolutionné la façon de jouer. Oui, on jouait au hockey, on pouvait jouer au tennis, on pouvait faire la boxe. Ça, c'était drôle, la boxe. Ben, c'est une petite révolution en soi, je dirais. Ben 100%, parce qu'après... La kinétique, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, les mouvements. Ouais. Ben, il y avait eu Dokkan, t'en as parlé avec le fusil qu'on pouvait avoir un instrument extérieur puis pouvoir jouer, mais ça avait vraiment tout relancé. Puis c'est ce qui a amené les Guitar Hero de ce monde et tout ça. Question numéro 6 maintenant. Quelle franchise Nintendo a introduit le concept de capture de créatures? Est-ce que c'est A, Zelda, B, Digimon, C, Metroid ou encore D, Pokémon? Je pense pas que ça soit Pokémon. Je pense que c'est probablement Digimon, non? Pokémon, c'est pas Nintendo qui a fait ça. Non, je vais dire Digimon. Ouais. C'est Pokémon. C'est Pokémon? Oui, et ça, c'était l'hésitation du siècle. Ouais, parce que c'est une franchise. Ah, c'est une franchise de Nintendo. Exactement. Je pensais pas que c'était eux autres qui avaient lancé ça, cette affaire-là, qui avait... Ben, ils l'ont repris en dessous, Oui. Ils l'ont repris en dessous, mais c'est de là les jeux. Puis écoute, je pense que c'est les jeux favoris et préférés de Game Boy de mon chum quand il était jeune à l'époque. On les a encore aujourd'hui. Il en parle de ces fameux jeux Pokémon. Donc, ça repose en fait sur une idée super simple, mais révolutionnaire. Puis Pokémon, on en parle encore aujourd'hui. C'était là quand moi, j'étais jeune. Aujourd'hui, mon fils aime Pokémon et écoute Pokémon. L'objectif, capturer, entraîner et échanger des créatures. Puis c'était inspiré en fait par l'enfance de son créateur qui, lui, collectionnait les insectes à l'époque. Donc Pokémon, collectionnait comme il attrapait des papillons, des chenilles, puis tout ça. Puis c'est un peu ça, Pokémon. Tu vois qu'il y a des chenilles qui évoluent, free, mais... Je dis ça, mais en même temps, nous autres, on allait ramasser des couleuvres, on mettait ça dans notre poche de kiwi, puis on se... Oui, tu vois. Quand t'as 8, 9 ans, 10 ans, tu sais, comme... Mais c'est ça que tu fais. Puis, tu sais, comme que ce soit une couleuvre ou que ce soit des bobites, tu sais, ça revient au même. Fait que, c'est un peu comme ça qu'il a inventé Pokémon. Ça fait qu'on joue au Pokémon sans avoir nécessairement, sans prendre conscience à l'époque qu'on jouait au Pokémon. T'as tout compris. Quand tu capturais des bébites ou quand tu capturais des vers de terre, puis des petites affaires, tu jouais à Pokémon. Question numéro 7. Quel est le nom de l'épée légendaire de Link dans Zelda? Est-ce que c'est l'âme sacrée, épée de feu, Master Sword ou Triforce Blade? Triforce Blade, je devrais dire. Répète-moi les choix de réponse parce qu'il y en a qui... Pas de problème. Lame sacrée, épée de feu, Master Sword, Triforce Blade. Je dirais Master Sword. Bonne réponse. Ah oui, hein? Ouais, c'est la bonne réponse. Donc, c'est au cœur de la mythologie de Zelda. Elle symbolise cette épée-là, le courage et la destinée du héros Link. Et dans plusieurs jeux, d'ailleurs, elle ne peut pas être retirée que par un personnage jugé digne. Donc, Zelda, Link, doit faire des missions et doit démontrer qu'il est un bon personnage, une bonne personne pour être capable de retirer l'épée et de s'en servir. OK, c'est un peu comme l'histoire de l'épée légendaire. Oui, du roi Arthur. Oui, du roi Arthur. Exactement, un peu le même principe. Un peu dans le même principe. Parce que ce que ça dit, c'est que c'est vraiment juste une bonne personne avec un vrai bon fond qui va être capable un bon cœur, oui. Je comprends. Question numéro 8. Quelle console Nintendo a popularisé le jeu en 3D? Et je dois t'avouer qu'à ce jour, ça reste une de mes consoles préférées. Est-ce que c'est la Super Nintendo, la GameCube, la Nintendo 64 ou la Wii? Je dirais la Wii. Oui, avec la Wii. Non? Nintendo 64. Ah, Nintendo 64. Oui, hein? oui, avec Super Mario 64, on se souvient de ce jeu-là, donc qui a redéfini le fameux jeu en 3 dimensions, parce qu'avant, c'était vraiment en 2 dimensions, comme sur une feuille plate, là, si on veut. Donc, le contrôle analogique et la caméra libre ont établi les bases du jeu 3D moderne, puis c'est vraiment ce qui a été le commencement de tout ça. Ça fait que les personnages pouvaient tourner alentour, des choses comme celle-là, puis qui n'étaient pas plaqués nécessairement comme du 2D, c'est ça? Oui, c'est ça, puis on pouvait avoir la perspective, dépendamment comment on plaçait la caméra, soit de voir Mario complètement ou de juste voir les mains puis d'avancer comme si nous, on était le personnage. Il y avait cette possibilité. Là, on était rendu loin du Commodore 64. Oh oui! On est rendu au Nintendo 64. Mais moi, 64. J'adore cette console-là. Comme Commodore 64 avec les Super Winter Games ou Summer Games, tout ça. Puis t'as Nintendo 64 qui est comme une couche ou deux au-dessus. Ah oui, mais il y avait tellement des beaux jeux là-dessus, justement. Super Mario 64 ou Mario Kart qui était là-dessus, des jeux de course, des jeux Star Wars. Vraiment, c'est une de mes consoles préférées, toujours fonctionnelle, celle-là, à la maison. Question numéro 9. Quel personnage est connu pour avaler ses ennemis? Est-ce que c'est A, Yoshi, B, Kirby, C, Wario ou D, Bowser? Ça serait pas Yoshi, je pense, non?
C'est Kirby. C'est Kirby? Et Yoshi, lui, il va manger les méchants. Ah, Puis OK. il va les transformer soit en œufs, en vie ou peu importe. Là, mais oui, il va attraper les méchants. Donc Kirby, qui est unique dans l'univers de Nintendo grâce à sa capacité d'absorption. Puis ça lui permet de recopier les pouvoirs du personnage qu'il va attraper. Donc si Kirby avale Mario, ben là, il va devenir Kirby avec une petite casquette, une petite moustache, puis là, il va avoir les pouvoirs de Mario. Même chose si, je sais pas, moi, il prend Donkey Kong, ben là, il va avoir la force de Donkey Kong pour ça. C'est quand même intéressant comme façon de ramener parce que ça change la façon de jouer. Tu sais, le personnage a ses propres pouvoirs, mais en plus de ça, ben, il est capable d'aller chercher celui d'un autre. Ça a amené quelques chicanes, dans la famille. Ah oui, pour vrai? Ah, à ce point-là. Ah, Mario Smash avec Kirby. Oui. Ma soeur et moi, on s'est souvent chicanés. J'ai vu dans ta feuille que tu avais plus que 10 questions. T'en as combien? J'en ai 12. T'en as 12, OK. 12, je sais pas pourquoi j'ai stické sur 12 questions. Je sais que des fois 10, mais 12, j'avais... On est rendu à 10, là, c'est ça? On est rendu à 10. Okay. Je me sentais inspirée. Parfait. Donc, question 10. Quelle console hybride peut être utilisée à la maison et en mode portable? Est-ce que c'est la Wii U, la Game Boy Advance, la Nintendo Switch ou la Nintendo DS? C'est la Switch, je pense? Oui, bonne réponse. J'ai failli t'avoir, hein? Ben là, j'étais là. J'ai failli t'avoir. Switch, ben oui. Parce qu'en fait, ça a aussi révolutionné la façon de jouer en éliminant la frontière entre la console de salon et la console portable. Parce qu'avant, on avait soit un Game Boy ou soit un Nintendo qui était branché à la télé, mais là, on pouvait avoir les deux. Donc, ça a permis de relancer tout ça. Donc, on est capable de jouer maintenant à la Nintendo Switch sur l'écran. Puis après ça, bien, si on veut jouer sur la petite console, on est capable de le faire. Numéro 11. Quel est le principal rival historique de Nintendo? Est-ce que c'est A, Sony, B, Microsoft, C, Atari ou D, Sega? Je pense que c'est Sega, d'après moi, non? Non, bonne réponse, c'est Sega. Donc, dans les années 80 et 90, la rivalité entre Nintendo et Sega a façonné l'industrie. D'ailleurs, tu avais des gens qui avaient une Sega à la maison puis qui n'avaient pas de Nintendo. Puis t'en as qui avaient des Nintendo puis qui n'avaient pas de Sega, ou il y en a qui avaient les deux. Moi, je me souviens que j'avais un ami qui avait une Sega puis je trouvais ça vraiment cool. Ah oui, hein? Nous, on avait une Nintendo. Mais tu sais, comme tu es tout le temps content d'avoir ce que tu n'as pas, là. Fait que tu sais... Mais je pense qu'il était rendu comme une petite couche technologiquement. Il était peut-être un petit peu plus rendu loin que Nintendo. Oui. Puis il me semble que Nintendo, ça a resté souvent ou longtemps dans plus dans le ludique. Là, que tu sais, les jeux étaient moins nécessairement léchés. Je veux pas dire qu'il était pas beau, le jeu. Non, mais c'est différent, effectivement. Puis c'est là que comme tu vois... l'ambiance des jeux Nintendo, pas la même. Là. La manette de Sega, les contrôles, le visuel aussi, qui était rendu un peu plus loin. Puis ça a amené une espèce de rivalité qui s'est transpercée à l'écran. Les fameux jeux Mario contre Sonic. OK. Fait que ça, c'était un peu une image ou un clin d'œil à la rivalité entre Nintendo et Sega quand on a fait ce jeu-là, mais c'est super. Mais encore là, moi aussi, j'avais un petit faible pour la Sega. Ben, tu sais, peut-être qu'en même temps, c'est ce qui leur a permis chacune de ces entreprises-là de bien vivre ou de bien évoluer chacune de leur côté en visant des créneaux un peu différents dans un certain sens. Oui, ben un peu comme le yin et le yang. Les deux ils sont complémentaires. Ils ont besoin de l'autre, mais en même temps, sont un peu en compétition. Et dernière question. Oui. Quel est le principe qui résume le mieux la philosophie de Nintendo? Est-ce que c'est A, Power to the Players? Je m'excuse, c'est en anglais d'avance. Oh, B, Play has no limits. C, Let's play together. Ou D, Laissez le jeu commencer. Power to the players, je pense, non? La bonne réponse, c'est C. Let's play together. Ah, okay. Donc, Nintendo qui privilégie depuis toujours le plaisir du jeu, l'accessibilité, on en reparlera avec les jeux à 100$, et le partage. Le partage plutôt que la course à la puissance technologique. Donc, c'est vraiment la philosophie qui explique pourquoi à Nintendo touche autant les enfants que les adultes, que les joueurs qui sont plus occasionnels que ceux qui vont jouer plus souvent. Mais c'est ça, l'accessibilité, comme je dis, ça, c'est le prix. À un moment donné, money, c'est l'argent et le power. Ben, c'est ça. Mais voilà. Comment t'as fait? 7 sur 12. Oh! C'est pas si pire. Ben, c'est pas si pire. Quand même, puis tu sais, c'est... Je pensais bien en avoir 8 puis faire 75%. Mais... Non, c'est pas si pire. Ouais, c'est correct. Ça passe pareil. Je vais avoir pareil mes petits stickers dans le... Oui, tu vas avoir tes collants. Scratch and sniff. Ça va. Eh bien, merci beaucoup, Simon. On se retrouve pour une prochaine émission de Plus pour des infos.